Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous vous demandez où je suis, moi aussi je me demande où je suis, car en ce moment je vis en tournée dans toute la France. C'est absolument dingue, mais je vous avoue que j'ai très peu de repères. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swan Périssé. Vous apprêtez à voir un espèce de talk show humoristique avec Hugo Clément, qui est l'un des écolos les plus suivis de France. Mais juste avant de vous faire savourer cette vidéo, je veux remercier notre super partenaire qui a permis de financer l'incroyable décor et toute l'équipe de tournage qui a fait la vidéo que vous allez voir. Ce partenaire, c'est la Nef. La Nef, c'est une coopérative bancaire éthique, c'est-à-dire que c'est un établissement bancaire sur lequel tu peux déposer ton épargne si tu as envie que cette épargne finance un projet éthique, ou bien emprunter de l'argent si tu veux développer un projet éthique. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, quand vous avez des sous de côté qui dorment à la banque, en réalité ces sous ne dorment pas, ils sont réinvestis par la banque dans des projets plus ou moins éthiques. La Nef promet de réinvestir votre épargne dans des projets 100% éthiques, et pour ça ils sont transparents. Vous pouvez aller voir sur leur site tous les projets qu'ils financent. Ils financent seulement des projets à impact social, culturel ou écologique. Moi personnellement, depuis des années et avant même de travailler avec eux, j'ai placé une grande partie de mes économies sur un compte épargne à la Nef. Quand j'ai découvert que notre argent pouvait financer des projets à impact écologique déplorable, ça m'a vraiment déprimée. Je me suis renseignée et j'ai découvert la Nef. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai postée sur Vers chez vous il y a plusieurs années, donc vraiment, si je vous en parle et si je travaille avec eux, ça veut dire que c'est du sérieux. Bien sûr, placez votre argent là-dessus, c'est 100% gratuit et vous pouvez soit y mettre énormément d'argent, soit commencer vos économies en mettant un petit peu d'argent tous les mois. Maintenant, grâce à la Nef, je sais où va mon argent et peut-être que vous aussi, grâce à ça. Je vous mets un petit lien dans la bio si ça vous intéresse de juste vous renseigner ou bien carrément d'ouvrir un compte épargne à la Nef. Et maintenant, je vous laisse avec cette vidéo hilarante d'Hugo et moi qui clashons pas mal, qui nous embrouillons et qui rigolons beaucoup. Vous allez apprendre plein de choses, notamment que... je vais pas vous spoiler. Vous allez découvrir c'est qui mon crush écolo. Allez, bisous. Je me prends pour qui? Le militaire, apparemment. Allez, ciao. Incroyable! À chaque fois que j'entends la foule arriver, parce qu'en général je suis cachée derrière et je fais qui c'est qui vient? À chaque fois je me dis ils viennent pour qui? Et après je me dis ils viennent pour Hugo Clément. Je me prends pour qui? Je me prends pour qui? Bonsoir à tous, je m'appelle Swan Périssé, merci d'être ici. Il y a des gens qui me connaissent par applaudissement? Oh là là! Trop bien! Des gens qui m'ont vu dans mon spectacle de stand-up par applaudissement, par hasard? Ouais. Une petite salle hein, qui m'a vu. Merci beaucoup. Peut-être les autres n'ont pas pu venir parce que c'est complet depuis 3 mois. Et je vois les gens qui me connaissent pas du tout, qui sont là. Pourquoi elle est arrogante comme ça? Le public des Télérama qui est là. On veut voir Hugo Clément. Pas sûr. Le public des Télérama, pas sûr. Je suis trop contente d'être là, je suis trop contente d'avoir Hugo. Voilà, j'en ai parlé beaucoup sur mes réseaux sociaux. Je me suis fait beaucoup insulter d'inviter Hugo. Alors, peut-être vous savez pas pourquoi, mais on va en parler. Et il y avait des gens qui me disaient « Ouais, espèce d'écolo bobo !» D'autres qui me disaient « T'es d'extrême droite !» J'étais là je ne sais que faire. Donc c'était particulier. Et je suis trop contente de l'accueillir, donc je vous propose, sans plus tarder, de faire un maximum de bruit pour l'incroyable Hugo Clément, s'il vous plaît! Du bruit! Ça va, Hugo? Bah ça va super, je suis très content d'être là, enfin pour l'instant. Je
Je lui ai dit, t'as pas le droit de parler pendant 18 minutes. Ah oui, pardon. Je suis ravie de t'accueillir ce soir parce que c'est la première fois qu'on reçoit un invité plus musclé que moi. Voilà. Pourquoi vous riez? Alors, Hugo Clément, tu es journaliste, producteur et présentateur d'une des meilleures émissions d'investigation sur l'écologie, Sur le Front, fondateur d'un média en ligne écolo, Vaquita, auteur de livres et de bandes dessinées écolo. Bref, on l'a compris, tu es spécialisé dans la peur de s'ennuyer, apparemment. Tu es le journaliste écolo le plus connu de France. Tout le monde connaît ton nom. Tu cumules des millions de followers sur les réseaux. Tout ce que tu dis est largement commenté et débattu. Tu te reçois des insultes et des remarques déplacées. Tu as reçu au moins une dizaine de menaces de mort, plusieurs plaintes pour diffamation. J'ai une question pour toi, Hugo. Alors, ça fait quoi de se retrouver dans la peau d'une femme sur Internet ? C'est pour savoir. C'est pour savoir comment il se sent. Tu défends particulièrement la cause animale, ce qui te vaut d'être régulièrement insulté ou menacé par des chasseurs. Si ça peut te rassurer, vu comment ils confondent les cyclistes et les sangliers, il y a vraiment très peu de chances pour qu'ils parviennent à te tirer dessus. Et j'ai remarqué, on sait pas si vous êtes pro-chasseur ou pas là-bas. Je ne sais pas du tout à qui je parle en fait. J'arrive pas du tout à analyser le public. J'ai remarqué un truc assez étrange avec toi, c'est que tu es autant détesté par les anti-écolos que par les très écolos eux-mêmes, voilà. Mais en général, les écolos, ils savent pas vraiment pourquoi ils te détestent. J'ai vraiment essayé de creuser et ils sont là. Hugo Clément. Je sais pas si son prénom c'est Hugo ou si c'est Clément. Il est tellement beau. Malgré sa couleur de peau très conventionnelle. Bon, il y a quand même une chose que les écolos te reprochent, c'est que tu ne rechignes pas à débattre avec les gens d'extrême droite. Tu savais qu'on allait en parler quand même. En avril dernier, tu participes à un débat avec le président du RN, Jordan Bardella, au cours d'un événement organisé par Valeurs Actuelles. Donc, Rassemblement National. On a coupé son micro. Il a fait une super vanne. Bon, tais-toi. Alors, Jordan Bardella, Rassemblement National, Valeurs Actuelles. Je sais pas si t'es un petit peu adepte des applications de libertinage, mais c'est vraiment le plan à 3 à éviter, absolument. C'est vraiment les to be free de l'angoisse, quoi. Et toi, t'as foncé partir un jour pour toujours effacer le passé. Justement, tu as trop oublié le passé, les années 30. Être allé à ce débat, ça t'a valu un tombereau d'insultes de la part des écolos, mais tu t'es bien défendu puisque tu as révélé avoir obligé Valeurs Actuelles à faire un don à une association écolo. Et ils ont fait un don à la fondation de Brigitte Bardot, elle-même condamnée 5 fois pour injure raciale. Mais l'intention était là. Très bonne défense, Hugo. On te reproche d'avoir débattu de manière courtoise avec Jordan Bardella, mais c'est normal que tu ne le maltraites pas. Tu es contre la maltraitance animale. Non, mais attendez, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie entre les animaux à ne pas maltraiter. Voilà, les petits chiens mignons, les petits chats mignons et les gros porcs. Voilà, c'est pas... Ça reste cohérent par rapport à ta ligne édito. Personne rigole. Alors là, je me dis... Peut-être que c'est tous des fans. Hein. Ce qui est marrant, c'est que quand tu discutes avec des gens d'extrême droite, c'est qu'on voit bien que tu fais tout pour essayer de les convertir à l'écologie. T'es là, 80% des insectes ont disparu. Zéro réaction. L'effondrement de la biodiversité menace l'existence de l'humanité. Zéro réaction. Les changements climatiques dans le monde vont provoquer d'immenses vagues d'immigration. Alerte générale. Les écolos te reprochent beaucoup de choses, alors qu'en vrai, tu fais partie des militants écologistes les plus engagés de France. Je m'en suis rendu compte aussi en enquêtant sur toi. Tu signes des tonnes de pétitions, tu lances des référendums pour les animaux, tu relais des cagnottes, tu participes à des happenings avec des cadavres de poulets dans les mains. Ton feed Insta, j'ai remarqué, mélange ta vie d'influenceur et des horreurs anti-écolo.
Genre, il y a une photo de tes enfants alternée avec des requins déchiquetés. Ça ressemble à quoi, la déco, chez toi? C'est un bouquet de fleurs et un clown ensanglanté, comme ça. Tu es né en 1989 à Strasbourg, de 2 parents professeurs de sociologie, et tu as grandi dans un petit village près de Toulouse. Adolescent, tu dis de toi, je cite, « J'étais très sûre de moi, un peu rebelle à 2 balles. Ça devait être très agaçant pour les adultes qui m'entouraient. » Alors Hugo, rassure-toi, ça l'est toujours. C'est très agaçant. Après le bac, tu entres à Sciences Po Toulouse. Et là, alors là, c'est incroyable. Tu hésites entre 2 voies, journaliste ou commissaire de police. On sent que déjà à l'époque, t'étais tiraillé entre le désir de vérité et celui de taper sur les Arabes. Aujourd'hui, il rigole encore, ça va, je l'ai pas perdu. Il y en a un qui va partir un jour. Aujourd'hui, tu incarnes sur France 5 une série documentaire sur le front. Alors, ça peut prêter à confusion. On parle bien ici du front de la lutte écologiste, voilà. Non, mais pas du Front National. Essaye de faire des efforts aussi, hein. J'essaie de te protéger comme je peux, Hugo, là. Mais pourquoi pas l'appeler sur le grand front de Marine? Non. Tu habites à Biarritz depuis 2020 et là-bas, tu dis... Je me déplace tout le temps à vélo. En tout cas, quand il pleut pas. Tu te déplaces jamais à vélo, en fait, on est d'accord. Le mec prend la voiture tous les jours, c'est le Pays Basque, en fait. T'as vu, les Parisiens, ils comprennent pas cette vanne. Il y a que toi et moi qui... Ils comprennent pas. Pour ton travail, tu viens à Paris très souvent et tu dis « Je me déplace tout le temps en train. En tout cas, quand il n'y a pas de retard. » Donc, vous avez devant vous l'écolo qui a pris le plus souvent l'avion Biarritz-Paris en 2023. Merci la SNCF. C'est ton engagement pour la cause animale qui t'a poussé à devenir végétarien. Tu as converti tes proches aussi, à ta femme Alexandra Rosenfeld, qui dit dans une interview à tes côtés « Quand j'ai rencontré Hugo, je mangeais du saucisson au petit déjeuner, une entrecôte à midi et une côte de bœuf le soir. » Est-ce que c'est pour la cause animale qu'elle a arrêté ou pour l'état de son côlon? Je parle de l'anus de sa femme, il rigole. Voilà, c'est engagé. C'est engagé. Tu as un tatouage de cerf sur le bras. Je vous dirai pas comment je le sais. T'as 2 cerfs sur le bras. Ta femme a un tatouage de biche sur le sien. La rumeur dit que votre première fille s'est fait tatouer Bambi. Ce qui laisse comme seule option pour votre petite dernière le tatouage de Pampan sur le bras. Pas cool pour la petite. Quoi qu'il en soit, tu es l'une des figures les plus médiatiques de la lutte écologiste en France actuellement. Tu publies des enquêtes et des reportages marquants pour dénoncer les absurdités du système actuel, pour documenter l'effondrement de la biodiversité. Tu as à ton actif des centaines de victoires écologiques et tu es une voix absolument nécessaire pour rendre nos combats plus visibles. Et pour tout ça, Hugo Clément, merci beaucoup d'être là ce soir. Ça va, Hugo? Ouais, j'attendais un truc méchant pour la fin, mais Non, en fait, non. j'ai fini sur Pampan. Voilà, je suis hyper contente que vous ayez rigolé à cette vanne. Parce que j'ai testé cette vanne genre 50 fois. Et j'étais là, Pampan! Et attends, les gens étaient là. J'étais là, Pampan, le lapin! Dans Bambi! Celui qui fait! Et tout le monde était là, fais cette vanne si tu veux, mais... Voilà. Et le passage sur le côlon, tu vas le laisser, ça, dans le... Ça dépendra de ce que tu me dis de ta femme. Hugo, tu viens de sortir 2 livres pour enfants. Mission Planète, les mers et les océans, aux éditions Fayard Jeunesse. Et tu as 2 filles, une de 4 ans et une de 13 ans. Est-ce qu'elles les ont lues ou est-ce qu'elles s'en tapent complet? Ça commence par un gros mytho, là. Non, mais alors, 4 ans, c'est un peu jeune, objectivement. Ouais. Hein, enfin, c'est moi qui lui ai lu. Mais elle m'a... Quand j'ai voulu faire une vidéo un peu promo pour les réseaux, où je lui disais alors... que j'ai pas d'enfant en fait. 4 ans, on sait lire à 4 ans, ouais. Non, on sait pas lire à 4 ans, enfin... T'as voulu faire une petite vidéo J'ai voulu promo. faire une vidéo promo, un peu, alors, ma chérie, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu les as lus? Ouais. Oui. Et t'as aimé? Non. Voilà, donc du coup, je l'ai supprimé la vidéo. Je l'ai mise en story, puis je l'ai vite supprimée. Je me suis dit, je suis pas sûr que les gens vont comprendre la vanne. Ouais. Et voilà, mais non, en vrai, ça lui plaît, bien sûr. Trop bien.
Donc là, c'est sous forme de livre pour enfants. En fait, non, la vérité, c'est vas-y. pas ça. Ah voilà, il va La livrer vérité, son c'est cœur. que le truc qui lui plaît vraiment dans le bouquin, c'est qu'on a toutes les pages, on a dessiné notre chienne qui s'appelle Pia. Et donc le seul truc qui l'amuse, c'est Pia, mais encore Pia, pourquoi il y a Pia? Voilà, Et c'est ça. papa, ça la... Non, ça, ouais. non. Ça la touche pas plus que ça, bon. Donc là, tu as fait des livres pour enfants, tu as aussi sorti des livres sous forme de bande dessinée. Tu fais des formats télé pour toucher les gens qui regardent la télé. Désolée, c'est pas mon cas. Tu fais des formats réseaux sociaux, tu as ouvert ton média Vakita. Et donc, et tu fais des chroniques sur France Inter aussi de 2 minutes qui sont vraiment limpides pour résumer des problèmes très complexes. Donc j'ai l'impression que c'est une passion en toi de vulgariser toutes ces questions écologiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime? Non, pas du tout, je fais ça pour l'argent. Encore une honnêteté. Non, mais oui, en fait, ce qui est important d'être sur les différentes plateformes, c'est parce que si tu veux toucher toute la population, tu es obligé d'utiliser différents canaux. Et ça rejoint ce que tu disais en introduction sur certains types de médias, où si tu parles que sur Instagram à ta communauté, l'algorithme des réseaux, il fonctionne de telle manière qu'en fait, on t'alimente qu'avec les trucs avec lesquels tu es déjà d'accord. Et moi, j'ouvre Insta, j'ai que des vidéos d'animaux mignons, que des vidéos de gens super écolos qui font des trucs super écolos, et tu peux avoir le sentiment au bout d'un moment qu'en fait le monde est comme ça. Alors que pas du tout, parce que les gens de l'autre côté, eux, l'algorithme les alimente avec d'autres types de contenus parce qu'ils interagissent pas avec les mêmes contenus que toi. Et donc ça crée des sortes de bulles, de biais de confirmation où toutes les communautés sont un peu persuadées de détenir la vérité ou d'être majoritaires dans la société, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que c'est important de sortir des réseaux affinitaires et des réseaux très engagés habituels, parce que c'est comme ça que tu vas toucher le grand public. Et une émission sur une grande chaîne de télé à 21h, effectivement, tu touches des millions de gens qui sont pas forcément écolo, plutôt même pas écolo, ou en tout cas pas forcément convaincus. Sur France Inter, c'est un peu différent, tu touches un grand public, mais qui est quand même plutôt sensible à cette question. Et après, c'est important d'avoir des médias très spécialisés pour aller investiguer et proposer aux gens de passer à l'action, aux gens qui sont déjà convaincus. Mais il faut toucher tout le monde, quoi. Et ça, c'est parce que tu as commencé à la télé que tu as compris ça, ou tu te l'es dit au fur et à mesure, tu as dû regarder des stats ou échanger avec des gens Parce que moi, j'ai mis du temps à capter ça, tu vois, ce que tu viens d'évoquer. Mais c'est que tout le monde a des centres d'intérêt différents, donc les gens, en fait, ne suivent pas forcément ce que toi, tu suis, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis abonné à tous les comptes écolos sur Insta, mais c'est souvent les mêmes abonnés en fonction des comptes. On a l'impression qu'il y a des millions et des millions de gens qui suivent ces personnes-là, alors qu'en fait, c'est toujours les mêmes. Et les abonnés se cumulent entre peut-être toi et Camille Etienne et Salomé Saké et le média... Je suis hyper intelligente, mais ça me fait super plaisir. Mais tout à fait. C'est probablement les mêmes gens, en bonne partie, qui suivent. Et donc, si tu veux sortir de là, parfois, il faut un peu se mettre en danger, en quelque sorte. Il faut aller dans des endroits qui sont a priori hostiles, parce que c'est là que tu vas toucher une audience qui n'est pas réceptive à ce discours-là. Il est en train de défendre son truc avec Jordan mais Bardella. C'est vrai. D'accord, il y a métaphore, complètement. Mais j'ai pas fait... Attends, j'ai pas fait que Jordan Bardella. Ouais. Hein. J'ai fait Pascal... Ah non, mais ne dis pas ça sur cette chaîne YouTube. J'ai fait Pascal Pro sur CNews. Tu dis ça comme ça? Oui, il lui a pas sucé la bite, calmez-vous là. J'ai fait Cyril Hanouna 3 fois sur Tu dis Touche ça pas à mon comme poste. si t'avais fait des pays. J'ai fait Lisbonne, j'ai fait le Costa Rica. Mais c'est vrai que c'est des voyages. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que après, il y a des gens qui viennent me voir et qui ne connaissaient pas ce que je faisais, qui n'avaient jamais vu une émission sur le front et qui ont été interpellés par ce que j'ai pu dire, pas forcément convaincus, mais au moins interpellés, et qui du coup vont se renseigner un peu plus, etc. Et s'il y a une seule personne chez qui tu arrives à éveiller un petit soupçon d'intérêt, c'est déjà gagné. On en reparlera après si ça te dérange pas. Oui, bien sûr. Parce que j'ai travaillé 18 jours sur ce sujet pour pouvoir te tacler un maximum. Je voudrais commencer par des victoires, parce que je sais que tu es critiqué de toutes parts, mais vraiment en bossant sur tout ce que tu as fait, j'ai constaté que tu étais arrivé au bout de plein de combats et c'était incroyable. Toi et moi, on s'est rencontrés, je sais pas si tu te souviens. Moi, je m'en souviens. Je suis pas sûr qu'il faut le raconter, ça. La version officielle est la suivante. On montrera pas Alexandra le... Alors... Ah, mais elle était là aussi, c'est ça que... Waouh. Attends, de quoi tu parles? Alors, non. Je sais pas de quoi il parle. En fait, il a fait une blague et je me suis enfoncée. Et je pense qu'il sait pas que je fais plein de blagues de cul en permanence. Donc il est hyper naïf. Il dit, c'était à la réunion de machin, tu vois. On s'est rencontrés un week-end de lutte contre le projet de l'autoroute A69. De lutte.
pas le sport. Dans une cage. Alors, et... Je parle du MMA. Donc, je me souviens, on était avec Thomas Braille, que j'aime beaucoup. Bref... Je ne sais pas cacher mes sentiments, en fait. C'est un pléonasme. T'étais complètement folle amoureuse de Thomas Braille. J'étais pas amoureuse, mais je... Ah si. Mais non, mais... Thomas Braille, je sais pas si vous avez suivi, donc c'est la figure de lutte contre le Tu le regardais en disant « Thomas, j'aime quand tu montes dans les arbres ». Non, j'ai pas dit ça. Pas que ça. Bref, je me souviens très bien, je traînais avec Thomas Braille, donc moi j'étais hyper contente parce qu'on s'entendait bien. Et tu sais, il y avait plein de stands de nourriture, et donc il sortait de 48 jours de grève de la faim, ce qui est trop pour info. Voilà, moi j'arrive pas à faire le jeûne intermittent là, le soir, faut arrêter, laisse tomber. Et en gros, je me souviens un moment, j'étais avec Thomas Braille, on devait faire la queue pour manger des crêpes, et c'était trop long la queue. Ça se voyait, on allait attendre 20 minutes, et je lui dis « Tu veux pas doubler tout le monde en disant « J'ai faim ?» Il a pas voulu, donc je trouve ça drôle. Bon bref, récemment, la lutte... Il y a plein de militants écologistes qui luttent contre l'autoroute 69, A69. J'ai vraiment très chaud. J'ai chaud. Je m'enfonce solo, là. Bref, récemment, il y a eu une petite victoire. Est-ce que tu veux nous en parler ? Sur l'autoroute A69. Bah oui, la petite victoire, c'est qu'il y avait un bois. En gros, la 69, ça doit relier Toulouse à Castres pour gagner 15 minutes de trajet. Et ça doit bétonner des centaines d'hectares de terres agricoles et couper beaucoup d'arbres, des centaines, voire des milliers. Et donc, il y a ce qu'on appelle les écureuils, donc des militants C'est des animaux, mais enfin, ouais, d'accord. Ouais. Des militants écolos qui s'accrochent dans les arbres pour empêcher que les arbres soient coupés. Et donc, ils ont réussi à préserver un bois qui aurait dû être coupé depuis des mois. Et ce qui a permis à l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, d'observer une mésange bleue en train de faire son nid dans cet arbre. Et comme la mésange bleue est un oiseau protégé, du coup, on n'a plus le droit de couper ces arbres avant. Merci la mésange. Avant septembre. Voir une mésange. C'était exactement ça. Non, mais donc, c'est quand même dingue de se dire qu'il faut s'accrocher dans des arbres pendant 2 mois pour qu'on puisse constater qu'il y a une mésange et pas les couper. Mais du coup, ils ont réussi à reculer au moins jusqu'en septembre l'échéance, ce qui permet de gagner du temps. Et en gros, ces derniers temps, les images qu'on en a de la lutte, c'est vraiment que c'est devenu de plus en plus violent, que la police empêche les militants de leur apporter de la nourriture en haut des arbres et tout. Je dirais que ça reste quand même une mobilisation qui est relativement non violente quand même, la 69 par rapport à d'autres luttes. Après oui, il y a eu des privations de nourriture, des privations de sommeil. Il y a eu Moi je parlais envers les militants. Envers les militants, seconde, je me disais les militants. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, j'ai voulu être commissaire de police. Et donc t'as effectivement un rapporteur de l'ONU qui est venu observer qu'on privait les gens de nourriture et au final pour montrer qu'ils ont raison, puisque c'est grâce à leur action qu'on a pu observer... Qui a raison ? Parce que là, personne ne sait sur quel pied danser. Que eux ont raison, les militants, d'avoir fait ça. C'est-à-dire que oui, c'est illégal, mais ça permet de faire appliquer la loi au final. C'est ça qui est un peu paradoxal dans ces mobilisations, c'est que tu dois à un moment t'affranchir de la réglementation, t'as pas le droit de t'accrocher dans des arbres pour faire respecter la loi, c'est-à-dire ne pas couper des arbres où il y a des oiseaux qui nichent. Qu'est-ce qui te motive à te pencher sur un sujet plutôt qu'un autre ? Parce que moi, on m'envoie plein de messages sur plein de luttes écolo partout, donc parfois il y a des trucs très intéressants. Parfois il y a des gens qui sont là, je fais une brocante samedi. Je fais une brocante samedi. Oh, mais mes vieux habits, tu veux pas venir, s'il te plaît ? Pardon. Et là, en général, j'y vais pas, mais comment tu choisis de te pencher sur un sujet ? Elle viendra pas à ta brocante, du coup. A priori. Désolée, Lucie. Comment tu te choisis un sujet plutôt qu'un autre ? Tu peux jamais tout traiter. Après, le fait d'avoir plein de plateformes différentes, ça permet de traiter beaucoup de sujets. Mais j'essaye, en tout cas pour les émissions de télé, de traiter de sujets qui n'ont pas trop été traités déjà, d'enquêter sur des sujets un peu surprenants ou très méconnus, ou sur les fausses bonnes idées, tout ce qui est vêtements de seconde main, toutes ces enquêtes-là qui ne sont pas forcément faites par les médias plus traditionnels. Et puis il y a un travail très collectif. Alors, on a une équipe de journalistes sur le front, à Vaquita, qui est spécialisée vraiment dans l'enquête, dans le travail. D'ailleurs, il y en a dans la salle ce soir, notamment Andrea, qu'on peut saluer. Et qui enquête vraiment sur ces sujets, donc qui font remonter les informations qu'ils trouvent. Et après, avec la chaîne, on décide un peu quel sujet on va creuser plus en avant. Mais il y a à peu près entre 6 mois et 1 an d'enquête entre le moment où on commence à enquêter sur un sujet et le moment où c'est diffusé. Donc la 69, c'est pas... T'as été touché par les militants. La 69, j'ai beaucoup relayé sur les réseaux.
Je ne l'ai pas traité avec les émissions, justement parce que c'était un sujet qui était déjà très médiatisé, donc je ne voyais pas trop ce que je pouvais apporter de plus en termes d'enquête ou de révélation. Donc je l'ai relayé sur les réseaux pour donner de la force au truc, mais je n'ai pas trop enquêté dessus. On va faire un jeu qui s'appelle le jeu des victoires d'Hugo Clément. Vous êtes prêts ? Un jeu bienveillant, évidemment. Bien sûr. Il est hyper bienveillant celui-là. Tu as plein de victoires à ton actif, Hugo Clément. Et donc, je propose de raconter des victoires et vous devez répondre. C'est pas très clair ce que je dis. Je vais vous dire des trucs et vous devez répondre réponse 1, réponse 2 ou réponse 3. Vous êtes prêts ? Oui. J'ai rien entendu, vous êtes prêts ? Oui. Ok, en novembre 2019, tu lances une cagnotte qui permet à l'association de protection des animaux sauvages de... Alors, tout le budget est parti dans le décor et 0 pour le script, quoi, visiblement. Je dis n'importe quoi. En novembre 2019, tu lances une cagnotte qui permet à une association de récolter 150 000 € en 24 heures. Mais pourquoi faire ? Réponse 1, pour acheter un tigre du Bengale et le ramener dans ton appart à Biarritz, parce qu'il pleut dehors et c'est chiant. 2, pour louer une cabane dans le Vercors, afin de mieux observer les loups. 3, pour acheter un terrain de chasse et le transformer en réserve naturelle. C'était beaucoup trop simple. Tu veux nous en dire un petit mot ? Oui, c'est une réserve de chasse en enclos. C'est une pratique de chasse qui existe encore en France. C'est-à-dire on met des animaux dans un enclos fermé, ils peuvent pas s'échapper, puis on met des chasseurs dedans qui payent très cher la journée pour shooter des animaux enfermés derrière des grillages. C'est des enclos de chasse et c'est complètement légal. Et donc c'était un enclos de chasse dans le Vercors qui a été racheté par une asso qui s'appelle l'Association de protection des animaux sauvages, l'ASPAS, et qui le transforme petit à petit en réserve naturelle et avec l'objectif à terme de faire tomber tous les grillages pour que ça soit rendu à la nature. Voilà. Comment réagissent les chasseurs ? Super bien. Okay. Non, mais les chasseurs, ils ont réagi en essayant de descendre le projet, en disant que c'est des écolos qui comprennent rien, que de toute façon, les animaux, ils sont là pour être chassés, que c'est des dans animaux nuisibles, etc. Oui, non, mais ouais. en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a tout le discours de la régulation sur la chasse. Alors moi, j'adore ce discours-là, notamment sur les sangliers. Si tu écoutes les chasseurs, c'est grâce à eux qu'on régule le nombre de sangliers. Mais la réalité sur le sanglier, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait beaucoup moins de sangliers en France. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Dans les années 60-70, les chasseurs se faisaient chier. C'est dur à dire. Les chasseurs se faisaient chier. Un exercice d'articulation. Il n'y avait pas assez de gibier, notamment dans des départements comme l'Ariège. Donc ils ont importé des sangliers d'Europe de l'Est, entre autres, pour les relâcher dans les forêts françaises et pouvoir les chasser. Pour pouvoir les réguler. Les réguler, ouais. Exactement. Ils les ont croisés avec des cochons domestiques pour les rendre plus prolifiques, pour qu'ils fassent plus de petits. C'est ce qu'on appelle les cochongliers. Donc ça existe vraiment. C'est des sangliers qui n'ont pas trop de poils. Et ils les nourrissent. Et ça, ils continuent à le faire aujourd'hui. Ils mettent du maïs dans les forêts pour nourrir les sangliers, les attacher à un lieu pour que ce soit plus facile à chasser. Et donc, si eux, ils participent à l'explosion du nombre de sangliers pour dire ensuite il faut les réguler. C'est un peu comme si tu mets un gamin dans un magasin de bonbons et que tu lui demandes d'être raisonnable. Si tu veux. Ça ne marche pas de confier la régulation, je suis pas sûr de l'image, de confier la régulation à des chasseurs alors qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait toujours plus de sangliers. Et après, tu as aussi la notion d'espèce nuisible que moi je trouve géniale. On a quand même un sacré culot pour classer les espèces en tant que nuisibles. C'est-à-dire, s'il y a une espèce nuisible sur Terre qui colonise tous les écosystèmes, qui détruit la vie sauvage, qui s'auto-détruit, c'est nous. Et on classe ce pauvre renard qui est en Europe et en France depuis bien plus longtemps que nous. Il n'y avait pas encore d'Homo sapiens en Europe, il y avait déjà les renards. Le blaireau, c'est pareil. Et on dit, vous êtes nuisible, il faut vous éliminer. Et c'est complètement anti-scientifique comme raisonnement. On continue le jeu. En avril 2022, qu'est-ce que Hugo Clément fabriquait aux abords de la Tour Eiffel ? 1. Il a organisé un barbecue vegan géant. 2. Il a passé une journée dans un arbre avec Thomas Braille. Et ça me fait rougir. 3. Il a passé une journée avec les CRS pour chasser les vendeurs à la sauvette. 3. Il y a un mec qui a dit 3, ouais, j'ai Personne entendu. ne croit en toi là-bas. Quelle est la bonne réponse, Hugo ? Il est dur ton quiz, hein, dis donc. Ça va, ça se complique. C'est effectivement que j'ai passé une journée dans un arbre avec Thomas Braille parce que Anne Hidalgo voulait couper des platanes de 200 ans pour construire des bagageries pour les touristes. Pourquoi pas ? Comme quoi on peut être de gauche et faire que des conneries. Hein, c'est pas...
Et donc... Je ne cautionne pas tout ce qui est dit. Non, il y avait notamment un platane qui a été planté par Gustave Eiffel quand il a construit la Tour Eiffel, donc il y a plus de 200 ans, quasiment 200 ans, plus de 200 ans, je ne sais plus, vous vérifierez sur Google. Et elle voulait le couper, enfin en tout cas pas le couper pour être tout à fait exact, creuser à côté de ses racines pour faire une bagagerie, ce qui aurait abouti à la mort de l'arbre. Et donc il y a des militants, dont Thomas, qui se sont mobilisés pour empêcher Anne Hidalgo de couper ses arbres. Et ça a été empêché puisqu'elle a renoncé à ce projet-là. Bravo. Oui. En décembre 2019, grâce aux réseaux sociaux, tu es parvenu à rassembler 740 000 €. Dans quel but ? 1. Pour racheter un zoo en Bretagne et libérer tous les animaux. En Bretagne, pas très pratique. 2. Pour racheter une gare TER du Cantal. Pardon. 3. Pour racheter une partie des dettes de Valérie Pécresse. La pauvre, quand même. Ah, vous connaissez trop bien Hugo Clément, en fait. Bon, enfin, en même temps, si tu veux, par élimination... Ah non, excuse-moi. C'était hyper dur de compter toutes tes putains de pétitions. Et de trouver tout l'argent que t'as amassé pour plein de trucs. T'as vraiment passé 18 jours là-dessus ? Non. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ça n'a pas fonctionné. Vous avez racheté un zoo ? Alors, bon, déjà, il y a un peu un mélange qui est fait. C'est pas moi qui ai racheté un zoo. C'est-à-dire que c'est une cagnotte qui a été faite notamment par Sea Shepherd pour racheter un zoo. Et j'ai relayé la cagnotte pour racheter le zoo. Zoo qui a réouvert en 2022. Et l'objectif, c'était pas de relâcher les animaux. Ça n'a jamais été ça. Parce que relâcher des lions, c'est quand même en Bretagne, on est quand même sur un projet un peu controversé, dirons-nous. Non, c'était d'en faire un centre de soins pour animaux sauvages et un centre aussi de réhabilitation pour les espèces qui pouvaient être relâchées, parce qu'il y a des animaux qui peuvent être relâchés. Par exemple, il y a des tortues des Seychelles qui pouvaient être renvoyées aux Seychelles et qui se réadaptent très bien à la vie sauvage. Donc c'était ça l'objectif. Ça n'a pas marché pour une raison principale, c'est qu'il y a eu le Covid qui a empêché l'ouverture de ce centre-là, qui devait ouvrir aussi un espace restauration, conférence, pour faire rentrer des fonds pour financer, parce que ça coûte très cher, un zoo avec des animaux. Et donc, ça a rapidement périclité. Et malheureusement, c'est un zoo qui a repris l'histoire derrière. Tout ne fonctionne pas. Ah bah non, tout ne fonctionne pas, loin de là. Les luttes que tu soutiens. Ouais. En 2020, avec de nombreuses autres personnalités et associations, tu lances le référendum pour les animaux, qui vise à donner plus de droits aux animaux. Quelle a été l'une de ces mesures emblématiques inscrites dans la loi ? 1. Apporter le statut d'espèce protégée au Gérard Lebardieu, un poisson des profondeurs grandement menacé, non pas par la surpêche, mais par les poissons féministes. J'arrive pas à le lire, tellement ça me coûte. 2. Vous avez réussi à interdire l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. 3. Interdire la pratique de la chasse sous emprise de l'alcool. Et la 3, après, ça a presque été gagné. Hein. Non, parce que c'est légal de chasser bourré. Oui, oui. Mais c'est vrai. Bah, c'est pas un peu ce qu'il y a de interdit, drôle dans chasser, mais bon, bref. Bref. Il me connaît pas, donc il est... Je sais pas trop. Je vous dirai jamais quand je suis allée une fois chasser il y a quelques années. Parce que je sortais qu'un mec riche de droite. C'est vrai ? Je suis déjà allée chasser. Comment je vais me sortir de là ? J'en ai marre. Oui, je suis déjà allée chasser, ouais. Ah ouais ? Quelle espèce ? Je me souviens plus. Mais t'avais un fusil ? Bah, pas moi, quand même. Donc t'as accompagné un chasseur ? Ouais. Et alors, ça se passait comment ? Bah, mal pour moi à partir du moment où on va publier cette vidéo hein, sur les réseaux sociaux. J'en ai marre de pas savoir tenir mes secrets. Ça se passait... Mais il chassait quoi ? Je me souviens plus. J'ai été trop choquée, c'est le traumatisme. Ça revient... Arrête. Je vais défaillir, tu me harcèles. Format suivant. Selon toi, c'est quoi le geste individuel qui a le plus d'impact écologique ? J'adore cette question. C'est pas vrai. Non, ouais, j'aime pas du tout cette question. C'est vraiment une question de merde. Ah ouais, d'accord, on m'insulte direct. Non, mais c'est vrai que souvent les journalistes me posent cette question-là. Je sais pas si c'est un compliment, mais ils me demandent beaucoup quel est le geste individuel que vous faites. Et en fait, je trouve que ça
ça ramène beaucoup la responsabilité. C'était pas ma question, c'est Non, selon toi. le plus efficace. Ouais. Selon toi, tu vois. Le plus efficace, c'est d'arriver à passer à l'échelle collective et de rejoindre notamment les associations. Voilà. Ça, c'est très efficace parce que ça permet de changer le rapport de force au quotidien, au niveau politique. Et quand vous avez une réunion dans un ministère où un ministre a en face de lui une asso qui a quelques centaines de membres ou une asso qui en a quelques milliers, voire quelques centaines de milliers, le traitement n'est pas du tout le même. Donc plus les structures collectives qui défendent l'environnement, la nature, les animaux en général seront puissantes, seront riches, de leurs adhérents, plus on arrivera à faire bouger les choses. Et après, évidemment, le changement commence par un changement individuel. Ça passe par l'alimentation, c'est un des leviers les plus puissants, de réduire sa consommation de viande et de poisson, de réduire au maximum l'utilisation des transports polluants, mais je ne vais pas vous faire le pitch, vous connaissez tout ça par cœur. Ce qui compte surtout, c'est de ne pas être dans une forme de course à la pureté. Et moi, c'est ce que je reproche un peu à une partie du mouvement écolo en France, c'est de rechercher l'exemplarité totale. Et je pense qu'il ne faut pas chercher cette exemplarité. Il ne faut pas attendre des gens qui prennent la parole sur l'environnement et qui défendent l'environnement d'être parfaits sur la question environnementale. On peut avoir des contradictions, on peut défendre les animaux, et oui, parfois manger de la viande, ça arrive. Il y a des gens sincèrement engagés dans des associations qui font un boulot de dingue et qui parfois mangent de la viande. Il y a des gens sincèrement engagés dans l'écologie qui, une fois de temps en temps, vont prendre l'avion pour aller en vacances. C'est vrai, ça existe. Et le problème de cette course à la pureté où on attend d'avoir que des gens exemplaires, c'est que ça fige le changement. Parce que les gens ont le sentiment que s'ils prennent la parole, on va tout de suite aller chercher ce qui va pas. Le fameux « t'es écolo mais t'as un iPhone »,« t'es écolo mais t'es allé en vacances ici ». Mais tu vas parler avec Jordan Bardella. Tu vas parler avec Jordan Bardella. Ouais, quoique ça dépense pas beaucoup de carbone, hein, ça pour le coup. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce qui compte, c'est l'endroit où on part et l'endroit où on va. C'est la trajectoire globale. Ce qui est important, c'est d'être dans la réduction de cet impact global, donc de faire ce qu'on peut à notre niveau pour réduire notre impact, en ayant bien conscience qu'on ne changera pas tout seul et qu'on aura toujours un impact sur l'environnement. Voilà. Et donc ça, c'est fondamental parce que les gens d'en face, ceux qui luttent contre le discours environnementaliste, écologiste, font tout pour nous mettre dans un truc où, en gros, on est les relous, casse-burnes, qui font chier tout le monde. Non mais c'est vrai, hein, c'est un vrai enjeu. Les écolos sont vus comme des gens chiants. Et tant que cette image existera, on n'arrivera pas à faire basculer la majorité de la population dans le changement. Et pourquoi c'est important d'avoir la masse, par exemple sur la question des animaux, pour sortir de l'élevage intensif, il ne faut pas des milliers de véganes, il faut des millions de gens qui divisent par 2, 3 ou 4 leur consommation de viande. Et c'est beaucoup plus efficace d'avoir des millions de gens qui réduisent que d'avoir quelques milliers de personnes parfaitement exemplaires. Donc c'est la masse qui compte. Et pour toucher la masse, il faut un discours qui accompagne et pas qui soit tout le temps dans la culpabilisation. J'aime bien le fait que le moment où tu es le plus sérieux de toute l'interview, c'est le moment où tu dis « Les écolos doivent se montrer comme des gens drôles. Mais c'est vrai. Les gens doivent être inspirants et non, pas du tout moralisateurs. » En tout cas, des gens heureux. C'est vrai. Mais c'est vrai, les écolos doivent être heureux. Parce que si les écolos sont pas heureux, bah, ça donne pas envie. C'est vrai. Je le dis, je t'ai posé cette question parce que je voudrais parler de notre incroyable sponsor. Ce soir, c'est une banque éthique qui s'appelle la Total. Nef. Non, c'est pas une banque. C'est pas une banque, c'est vrai. Les gens qui sponsorisent cet épisode ce soir, c'est la Nef. En fait, je sais pas si vous avez découvert, mais dans les 6 gestes individuels qu'on peut faire les plus écolos, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne Vers chez vous, il y a l'une des choses qu'on peut faire, c'est changer son épargne de place. Donc je sais pas si vous le savez, mais si vous avez des économies qui sont sur un compte bancaire qui dorment, en fait, votre argent ne dort pas, il est réinvesti pour faire des projets qui parfois ne sont pas du tout écolos. Et ce soir, je voudrais vous parler de la Nef. C'est donc une banque incroyable qui, en fait, est transparente sur ce qu'elle fait de ton épargne et qui va sponsoriser, qui va aider et prêter de l'argent que à des projets éthiques, solidaires, culturels. Et puis de pétrole. Non, pas du tout. Tout ce qui est gaz de schiste, tout ça. Il finance uniquement des projets à impact écologique, sociaux et culturels, de manière transparente. Par exemple, ils ont prêté de l'argent à Biocop, à Veja, etc. Donc on peut les applaudir. Merci beaucoup. Donc tu as plein de victoires écologistes à ton actif, mais ces victoires, j'ai remarqué, elles ne remettent pas beaucoup en cause le système global et le système politique, et c'est ce dont on va parler maintenant. Il y a 3 millions d'animaux, j'ai peur. 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour en France. 3 millions, soit 3 fois le nombre de gens qui regardent Pascal Praud chaque jour, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, tu te focalises parfois sur des combats parfois symboliques. Donc interdire la corrida, par exemple. Donc c'est pas ça qui va empêcher de tuer des animaux pour en créer de la viande.
On en a déjà parlé, mais pour toi, c'est quoi l'importance des symboles dans tes combats? Ah bah, je me mobilise plus contre l'élevage intensif que contre la corrida. C'est clair que c'est beaucoup plus important. Après, pour moi, les symboles, ils disent quelque chose de notre rapport au vivant en général. Ce qu'il faut faire, c'est pas vouloir un monde sans violence. Parce qu'un monde sans violence, ça ne fonctionne pas. La violence, elle fait partie des écosystèmes. Donc, le rapport entre la proie et son prédateur, c'est un rapport violent. Quand un loup mange un chevreuil, c'est violent. Le chevreuil souffre atrocement. Si on éradique la violence dans le monde, paradoxalement, on éradique la vie telle qu'elle existe. On a besoin de la violence. Tu vas voir où je vais en venir. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inflige une violence qui n'est pas nécessaire à notre survie. La question, c'est celle-là. Est-ce que les violences qu'on inflige sont nécessaires à la perpétuation de l'humanité? On dirait un SM qui légitime ses pratiques sexuelles. Quand le loup... Ça dure trop longtemps. Non, mais c'est parce que c'est complexe. Quand le loup mange un chevreuil, il le fait parce qu'il doit survivre. Quand nous, on enferme 3 millions d'animaux par jour pour les abattre, on le fait pas par nécessité. Quand on torture un taureau dans une arène pendant 1h30 pour s'amuser, on le fait pas par nécessité. On le fait par plaisir. Et ça dit beaucoup de choses. Ce symbole, on peut prendre la corrida, mais on peut prendre la chasse à courre et d'autres, ça dit quelque chose de comment on considère le vivant. On se considère comme une espèce à part. Et ça, c'est central pour moi, c'est le point le plus important dans la question environnementale, c'est qu'on a l'impression d'être une espèce à part. On n'a pas le sentiment d'être des animaux comme les autres. Et pourtant, on n'est que des animaux. On est des mammifères, des primates, nous sommes des singes, de la famille des hominidés, comme les chimpanzés, comme les gorilles. On est une espèce très jeune à l'échelle de l'évolution. On a 300 000 ans. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années, donc elle est 15 000 fois plus vieille que nous. Il y a des espèces qui sont nos contemporaines, comme les requins, par exemple, qui sont là depuis 450 millions d'années. Et on oublie aussi qu'il y a eu des espèces humaines avant nous, qui ont disparu, mais qui ont vécu plus longtemps que nous. Par exemple, Homo erectus a vécu 2 millions d'années, et Homo erectus nous ressemblait pas mal. S'il était là dans cette salle ce soir, on le trouverait peut-être un peu chelou, mais on l'identifierait comme un humain. On se dirait pas c'est un autre animal. Homo erectus a vécu 2 millions d'années et a disparu. Donc ils ont vécu 6 fois plus longtemps qu'Homo sapiens. Est-ce qu'on va tenir 2 millions d'années? C'est très peu probable. Très peu probable. Et donc, d'arrêter de nous voir comme la quintessence de la création, de comprendre qu'on est apparu il y a quelques secondes à l'échelle de la planète, et que la planète peut se passer de nous, et que rien n'est le propre de l'homme. Rien n'est le propre de l'homme. C'est ce que disait Frans de Waal, qui est un primatologue très, très connu, néerlandais, qui a travaillé pendant 40 ans sur l'intelligence des chimpanzés et des bonobos. Et toute sa carrière, Frans de Waal, les journalistes lui posaient la même question. Qu'est-ce qui fait le propre de l'homme? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres? Et Frans de Waal répondait qu'il y a eu des dizaines d'hypothèses qui ont été étudiées. La conscience de la mort, la capacité à exprimer des émotions, de l'empathie, la compréhension du temps qui passe, etc. Et que toutes ces... critères-là sont tombés, toutes ces hypothèses-là sont tombées les unes après les autres. On sait aujourd'hui que beaucoup d'animaux, beaucoup de mammifères notamment, ont conscience de la mort, ont conscience du temps qui passe, notamment les éléphants qui ont des rites funéraires, etc. On sait que les chimpanzés sont capables d'empathie, d'agir simplement par bonté envers d'autres chimpanzés sans en retirer aucun intérêt personnel. Et Frans de Waal disait donc que le propre de l'homme, il n'y en a pas. En fait, il n'y a rien qui nous distingue vraiment des autres espèces vivantes. Et quand les journalistes insistaient, mais quand même, on est Homo sapiens, on fait des fusées pour envoyer des touristes dans l'espace, c'est quand même extraordinaire. On a inventé la bombe atomique, c'est quand même un truc de fou, la bombe atomique, on peut détruire la planète d'un seul coup. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une preuve de non-intelligence? On peut renverser le truc. Et Frans de Waal répondait, quand on insistait, il y a une chose peut-être qui nous distingue des autres, c'est notre arrogance. Le fait qu'on est persuadé d'être mieux que les autres. Et ça se retrouve beaucoup dans la manière dont on étudie l'intelligence des animaux. On cherche beaucoup à comparer les animaux à notre intelligence. Il faudrait peut-être surtout étudier notre bêtise avant d'essayer de comprendre l'intelligence des autres. Parce qu'on essaye de savoir ce qui se rapproche le plus de nous. Et donc les animaux qui nous ressemblent le plus, les grands singes, on dit « Ah, c'est les plus intelligents ». Sur quoi on se base? Sur quels critères on se base? Est-ce que c'est plus ou moins prodigieux de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de débattre, de faire un spectacle, une conférence, avec un langage articulé très complexe, ou le chant des baleines est plus prodigieux? Le chant des baleines, on ne sait pas ce qu'elles se disent. Les scientifiques qui travaillent sur la bioacoustique peuvent émettre des hypothèses, mais le contenu du message que se transmettent les baleines en chantant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, est inconnu. On ne sait pas ce que se disent les baleines, on ne sait pas ce que pense une baleine. On arrive très rapidement, quand on étudie l'intelligence des autres, aux limites de notre propre intelligence, et on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre la complexité de l'intelligence des autres. Et ça devrait nous inciter non pas au mépris, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on part de ce principe-là, on dit bon, mais les autres, ils sont trop cons, donc on peut les exploiter. Globalement, c'est ça. C'est pas très grave si on tue un animal parce que ça vaut pas autant qu'un humain. Alors que cette méconnaissance de l'autre devrait nous inciter à le respecter.
dans le doute, on devrait peut-être pas les exploiter en partant du principe peut-être qu'ils sont, j'allais dire aussi intelligents, mais ça n'a pas de sens de faire des hiérarchies. Ils ont une intelligence qui est différente de la nôtre. Et faire des hiérarchies, ça n'a aucun sens. Voilà. Pour aller... Incroyable. Et attends, j'anticipe un truc. Non, Si. Non, mais J'anticipe attends, un truc. on va continuer dans ton sens. Non mais j'anticipe juste Ouais, un truc parce vas-y. que il y a des gens qui vont dire oui, donc il met le moustique sur le même plan qu'un humain, etc. Bon. Personne n'a jamais dit cette phrase. Si, on me le dit tout le temps. Mais et si tu dois sauver, et si il y a un immeuble qui brûle, il y a un bébé, il y a un chien, tu sauves qui J'ai envie de dire ça dépend le chien. Mais Je avec plaisante. qui traînes-tu Non, Avec je qui plaisante. traînes-tu Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, c'est pas parce que si un moustique me pique, je vais l'écraser. Hein. Je vous rassure. Si j'ai des punaises de lit dans mon appartement, je vais les exterminer. Donc, des bons il est trucs pas pas du question. tout écolos. Il est pas question de dire que l'humain est égal à l'autre, à un autre animal. Il est question de dire que ça n'a pas de sens de faire des hiérarchies. Évidemment qu'on exerce de la violence sur d'autres espèces, comme toutes les espèces vivantes. En tout cas, comme beaucoup d'espèces vivantes. Encore une fois, la violence fait partie des écosystèmes. Mais par contre, faut pas l'exercer pour rien. C'est le moment, Hugo Clément. C'était dur. On va faire un jeu, puisque t'es parti sur les anecdotes incroyables, sur les animaux. Enfin, pas les anecdotes, mais sur les explications incroyables des compétences des animaux qu'on ne savait pas. On va faire un petit jeu. C'est parti. Ils sont super les jingles. Hein. T'as vu, ils sont super. C'est composé par Mime Audio, on peut l'applaudir, c'est un mec incroyable. Quand on lit ton livre aux éditions Fayard, qui s'appelle Les lapins ne mangent pas de carottes, où tu expliques que les lapins ne mangent pas de carottes parce que c'est les humains qui pensent ça, et les humains sont des gros débilos, en gros, je résume. On déconstruit plein de nos croyances sur les animaux. Il y a plein de gens qui vont l'acheter après. Là. Il est super. Tu nous apprends plein de trucs, comme quand tu fais des grands monologues pendant l'interview. Je vous propose donc un petit quiz. Tais-toi. J'ai hâte de voir le montage. Je vous propose donc un petit quiz des fun facts de la biodiversité. Vous êtes prêts? Oui. Quelle est la particularité du diamant mandarin, un oiseau australien? 1. Il est mandarin ou australien? C'est pas clair. 2. Il construit un nid extrêmement solide à l'aide de bijoux en diamant volés. 3. Il communique avec ses poussins alors qu'ils ne sont pas encore sortis de l'œuf. Et parfois, il leur dit « Grandissez pas trop vite, parce qu'il y a la sécheresse et vous allez avoir faim et soif. » Et après, l'intérieur des poussins... Les poussins à l'intérieur, ils font « Ok, d'accord, on va y aller mollo !» C'est la vérité, c'est la 3. T'as vu comment je raconte mieux que toi? Et alors... En tout cas, c'est plus synthétique. Question numéro 2, je te laisse pas parler. De quoi sont capables nos amis les orang-outans? 1. Une fois par mois, ils organisent des sessions de massage des pieds à tour de rôle afin d'enlever toutes les épines des pieds du groupe. 2. Je me suis auto-étouffée dans ma bave. Alors, restez concentrés. 2. Ils peuvent planifier leurs déplacements à l'avance et communiquer leur itinéraire entre eux. 3. Ils peuvent lever une armée afin de combattre l'humanité et de régner sur la Terre. 2. Ils peuvent planifier leurs déplacements à l'avance et communiquer leur itinéraire entre eux. J'ai une question, est-ce qu'on sait si les mâles ont moins bien le sens de l'orientation que les femelles? Ne réponds pas. Le temps file. Que font les mangoustes lorsque l'une des leurs est capturée par un prédateur? 1. Elle lui crie comme ça « T'es nul, loser !» Parce que une mangouste, c'est vraiment très méchant. 2. Elles organisent une veillée funéraire en son hommage. 3. Elles organisent une opération de sauvetage en groupe. Mais... Ils n'ont pas compris, je crois, ils font un décompte. Ouais, c'est ça, c'est hyper bizarre. J'ai cru que ça allait faire surprise. Comment vous savez que c'est mon anniversaire? C'était hyper bizarre. Donc la bonne réponse est la réponse 3. Les autres ont perdu comme des gros losers. Mais moi, j'ai une question. Elles organisent une opération de sauvetage, mais j'ai vraiment une histoire, une vision des mangoustes qui construisent des petits lassos, qui tentent des pièges et tout. T'as plus de détails sur ça? En 5 secondes? Non, j'ai pas beaucoup plus de détails. Quel gros loser! Tu vois ce que c'est une mangouste? Non! De quoi?
Moi, je pense que C'est pas c'est une langouste, langouste, hein. ressemble. Ah, d'accord. Tais-toi. De quoi est capable le lézard De quoi est capable le lézard Jésus-Christ qui vit en Amérique centrale? 1. De marcher sur l'eau comme Jésus-Christ. 2. De créer une religion monothéiste et de lancer des croisades contre les Arabes. 3. De fendre ses proies en deux à l'aide de sa langue, comme Jésus-Christ qui multiplie les pains. C'est bien sûr la réponse 1. Pour réussir cet exploit, ce lézard court à une vitesse allant jusqu'à 10 km/h et frappe la surface de l'eau avec ses petites pattes arrière d'une façon qui permet de créer des poches d'air. Bon voilà, moi je trouvais ça incroyable. Un autre truc que j'ai découvert dans ton livre, et après je te laisse en placer une. Au Mozambique, les humains sont capables de parler avec les oiseaux grâce à un langage partagé, transmis de génération en génération. Mais dans quel but? 1. En cas de vengeance, les oiseaux vont déféquer sur un ennemi bien précis. 2. Ainsi, ils peuvent être plus efficaces dans la recherche de miel, car c'est bon. 3. Afin de se prévenir mutuellement d'un danger au sol ou dans les airs. 2, ouais, c'est la réponse 2. Incroyable. Tu nous racontes? Ouais, c'est ce qu'on appelle l'oiseau indicateur. Et en fait, c'est un petit oiseau qui a compris que les chasseurs de miel, dans une certaine région d'Afrique, arrivaient à faire tomber le miel et à affronter les abeilles. Et alors lui, cet oiseau, il a un atout, c'est qu'il sait où sont les ruches, mais il n'arrive pas à approcher des ruches tant qu'il y a les abeilles dedans. Donc il va chercher les chasseurs de miel. Il fait un bruit assez unique qui se transmet de génération en génération du côté des humains et qui est identifié par l'oiseau. Et les humains suivent l'oiseau. Comme ça, il les attend, il les amène jusqu'à l'emplacement des ruches. Les humains descendent la ruche, prennent le miel et laissent ouvert volontairement la ruche où il y a la cire d'abeille, parce que c'est de ça dont raffole l'oiseau indicateur. Et donc lui, une fois que ses alliés humains sont partis, il mange la cire. Et donc c'est un exemple de coopération interespèce entre l'humain et l'animal. Incroyable, c'est incroyable. Ouais. Ok, histoire de casser l'ambiance. Parfois, j'ai l'impression que tes combats, ils sont super. Je me prends pour qui? Pas mal. Voilà, j'aurais fait mieux, mais pas mal. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est des petites victoires un peu partout. Comme si sur une île très, très polluée, on faisait des clean walks, tu vois, on lavait des petites criques, etc. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu parles jamais de renverser le système, ou tu critiques vraiment à un quart de mot le capitalisme. Tu dis que c'est pas bien le productivisme et tout. Donc j'ai une question. Hugo Clément, qu'est-ce que tu penses de la proposition de taxer les plus riches pour redistribuer les revenus et assurer une société plus égalitaire? Ça à partir de quoi ça Et donc, moi, je voulais vous parler des otaries. Les bonnes esquives. Non, mais c'est vrai que tu parles jamais de ça. Non, Enfin, alors, le problème, c'est pas ouais. le capitalisme, effectivement, c'est le productivisme. Oui, non, mais Parce c'est que... pas sur ça que je t'ai... c'est pas ça la question que je t'ai posée. C'est important. C'est taxer les plus riches, parce c'est ça la que question. souvent, derrière cette question, il y a le sous-entendu qu'un autre système économique serait meilleur pour la planète. Mais oui, mais la question, c'est surtout, est-ce qu'on devrait pas taxer les plus riches? C'est vraiment ça la question. Je vais te répondre là-dessus. Mais les autres systèmes économiques, en l'occurrence les systèmes plus collectivistes, qui sont aussi des systèmes productivistes. L'Union soviétique était un système ça très voit productiviste. Qu'il est habitué à aller à la mais télé. c'est vrai, mais très productiviste. Donc en fait, la question, c'est pas le capitalisme, c'est le fait d'exploiter la nature et d'exploiter les ressources de la nature. Mais là, je te parle d'une redistribution des richesses. Oui, une redistribution des richesses, ok. Comment on l'a fait? Moi, je suis d'accord. Il y a notamment des taxations à mettre en place sur les transactions financières, sur tout ce qui est investissement financier dans les énergies fossiles. Il y a des taxations à mettre en place sur des trucs qui sont complètement aberrants et injustes, notamment en France, le kérosène. Quand vous faites le plein avec votre voiture, vous payez des taxes sur l'essence. Les gens qui prennent un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde ne payent pas de taxes sur le kérosène. C'est 0, la taxe sur le kérosène. Donc il y a des injustices fiscales qui sont flagrantes aujourd'hui. Et effectivement, oui, je pense qu'on peut faire payer plus les gens qui sont plus responsables de la pollution que faire supporter le coût de la transition aux gens qui sont en bas de l'échelle. Ça, c'est une évidence. Parce que à l'échelle planétaire, c'est quand même les 10% les plus riches du monde qui polluent le plus. Ouais. Et le drame, c'est vraiment les 1% les plus riches du monde. Et il y a des gens très sérieux comme Esther Duflo, prix Nobel de l'économie, qui parle d'un impôt international, de taxer les plus grandes fortunes. Bien sûr. Il y a Oxfam qui dit ça aussi, qu'il faut taxer les revenus au bout d'un certain temps, parce que en fait, une société plus égalitaire et plus écolo. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait?
C'est-à-dire, est-ce qu'on attend Ben, on dit toc toc toc. Non mais c'est... Un gros butin. On va donner Oui. ça à tout le monde et à C'est acheter vrai, plein de Kinder mais ça Delice. t'aura pas échappé que c'est pas les gens qui défendent ça qui sont au pouvoir. Oui. Voilà. Et c'est pas les gens qui défendent ça qui sont prêts d'être au pouvoir. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc on peut se voiler la face et se dire demain il y aura des révolutionnaires qui vont prendre le pouvoir et changer le système économique. Effectivement, ça peut arriver un jour, mais on en est très loin aujourd'hui. On en est très loin. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que dit le GIEC? Le GIEC, il dit dans le système actuel, il y a des leviers d'action et il y a des choses à faire en urgence. Parce que si on attend de changer le système économique et de faire la révolution, moi je suis pas forcément contre, hein, mais on peut attendre très très longtemps et on sera déjà tous morts. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, déjà dans le système actuel, il y a plein de choses à faire qu'on ne fait pas. Ouais. Il y a plein Donc toi, c'est ça qui t'anime. Tu te dis, moi, ce qui il y a m'anime, des choses à faire, moi, on peut les faire. Moi, ce qui m'anime, c'est l'urgence de la situation. C'est-à-dire que les grands débats philosophiques sur le système économique et sur quelle société on veut, capitaliste, pas capitaliste, très bien, on peut les avoir dans des cafés philo, c'est super intéressant. Mais c'est vrai. Mais par contre, une fois qu'on a eu beaucoup sur cette scène, donc je suis hyper vexée. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on prend pour tel pesticide? En général, on boit des coups après, mais bon. Voilà. mais c'est très vrai, cela dit. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de débats qui sont passionnants, Oui, mais tu veux pas qui ne dire que débouchent sur Esther rien. Duflo, prix Nobel de l'économie, elle fait un café philo et après elle va boire des coups. Enfin, Non, mais c'est très important. Oxfam qui font des recherches internationales, Oui, c'est... effectivement. Mais en attendant, on a besoin des gens qui, dans le cadre de mais ce je suis d'accord, système... c'est intéressant de savoir ce qui t'anime. Et ce qu'explique encore une fois le GIEC, là c'est pas moi qui parle, c'est le GIEC, c'est que la situation, elle est très grave, on sait ce qu'on doit faire, on a des leviers d'action, par exemple la régulation des énergies fossiles, arrêter de financer les élevages industriels, changer les subventions du modèle agricole, et ça on peut le faire maintenant, aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre des années de changer le système économique, on peut le faire maintenant, on a les outils de régulation. Le pesticide qui a été autorisé il y a 10 jours, qui s'appelle le benzobicyclone, qui a été autorisé en Camargue par dérogation par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, qui est un pesticide très toxique pour les organismes aquatiques, qui va être répandu pendant 2 mois en Camargue, dans les rizières. En plus, la Camargue, elle va être recouverte par l'océan d'ici 2-3 semaines, donc c'est pas ouf pour l'océan. Où il y a plein d'organismes aquatiques. Ça, concrètement, c'est une décision qu'on peut ne pas prendre. On peut la faire différemment, sans changer le système économique. Donc la plupart des choses qui sont très destructrices, on peut les arrêter très rapidement, mais il faut avoir une ambition politique pour ça. Et j'ai l'impression, moi, parfois, que les débats sur la philosophie du système, sur les grands débats révolutionnaires, nous font perdre du temps et nous éloignent de ce qu'on peut faire maintenant, aujourd'hui. Trop intéressant. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Très intéressant. Je ne suis pas d'accord, mais c'est très intéressant. Je ne suis pas entièrement d'accord. Mais pour qui je me prends, encore une fois? J'ai une dernière question qui est incroyable. Je te laisse 1 minute. Tu veux rajouter un truc? Non, je voulais juste dire qu'il y a parfois des gens qui défendent un changement de système économique et qui, quand ils sont aux responsabilités au niveau local, font tout l'inverse et prennent des décisions qui sont catastrophiques pour la nature. Voilà. Dans la majorité de Madame Delga, il y a des communistes. J'ai vraiment peur que tu rajoutes. Dans la majorité, voter Jordan. Non, et mais là, je suis vraiment, désolé, mais dans la majorité de Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, il y a des communistes, il y a des écologistes. C'est elle qui se bat pour la sauce. Voilà, on a un parti Europe Écologie Les Verts qui a investi aux dernières législatives, un candidat à Nîmes qui est un pro-corrida. Donc, il faut aussi sortir de la vision caricaturale parce que moi, ce que je vois beaucoup sur le terrain, avec les élus locaux, c'est qu'ils soient de gauche ou de droite, malheureusement, ça change pas grand-chose. Et là, 69, c'est la gauche qui l'a décidé. C'est la gauche qui l'a décidé, c'est la gauche qui le défend aujourd'hui. C'est vrai, ça. Et donc, il faut aussi regarder un peu en face les grands discours et puis la réalité de ce que font les gens. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci, Hugo, pour ton honnêteté. Hugo, pour cette dernière partie, cette dernière question, j'ai besoin que tu inspires, expires et que tu te laisses guider par ma voix. Et on va le faire en musique. Imagine que cette nuit, Vladimir Poutine envoie une bombe nucléaire sur la France. Sauf que, heureusement pour nous, les Femen ont trafiqué la bombe et les radiations ne brûlent pas, mais ont l'effet de champignons hallucinogènes. Les radiations pénètrent tous les corps en 1 demi-seconde. Et tous les décideurs et toutes les décideuses font un gros trip au cours duquel ils et elles se rendent compte qu'on ne peut plus continuer ainsi. Il est 1h du matin. Jordan Bardella se lève déboussolé et défoncé et va frapper à la porte de Sandrine Rousseau en lui disant « Je suis désolée, Sandrine, je t'aime !» Et ils font l'amour toute la nuit de façon passionnelle. Le lendemain, ils se marient et Jordan abandonne son nom de famille pour adopter celui de sa bien-aimée. Il s'appelle maintenant Jordan Rousseau. Et il demande, dorénavant, qu'on l'appelle IL parce qu'il est plus trop sûr de son prénom. Emmanuel Macron, en mettant du miel dans sa tisane avant d'aller au lit,
pour réserver sa voix, se rend compte que le réarmement démographique passe d'abord par la reproduction des abeilles. Et il fait supprimer tous les pesticides et il se reconvertit en apiculteur. Gérald Darmanin, son meilleur copain, le suit. Et il finira par décéder, malheureusement. Il finira par décéder de piqûres d'abeilles au pénis. Apparemment, il avait proposé aux abeilles un appartement en échange d'une fellation et elles n'ont pas apprécié. Tous les woke, tout mon public, tous les woke de la Terre regardent de nouveau ton débat avec Jordan Bardella et se disent « Hey !» Mais est-ce que Valeurs Actuelles, finalement, c'est pas un super nom de média pour véhiculer nos idées à nous ? Et IL rachète la moitié des parts du journal. Et maintenant, une page sur deux vante l'intérêt de mettre des menstruations dans des plantes pour qu'elles poussent. Et une page sur deux vante l'importance de tuer tout ce qui bouge en forêt. Suivez-moi, restez avec moi. Tous les woke se donnent la main et se rendent compte que tu n'es pas l'horrible personnage qui elles pensaient. Elles font une ronde en criant ton prénom. Clément, Hugo, Clément. Tous les combats pour lesquels tu te bats depuis toujours aboutissent. La nourriture devient 100% bio dans les cantines. On interdit l'abattage des arbres centenaires. Je couche enfin avec Thomas Braille. Ah non, pardon, ça n'a rien à voir. On sort de l'élevage intensif et de l'élevage en cage. Les travaux de l'autoroute A69 sont terminés. L'A69 devient le nom d'un célèbre club libertin, à équidistance entre Toulouse et Castres. Il n'y a plus de subvention à l'obtention du permis de chasse. Il y a des caméras partout dans tous les abattoirs. On supprime la création de centrales de biomasse. La corrida est supprimée. La PAC donne de l'argent à l'agroécologie et aux paysans. Hugo Clément, si tous vos combats, si tous tes combats se transforment en victoire, le monde, ça deviendrait quoi ? Ah ouais. On doit finir dans combien de temps ? Tu as 3 minutes. Non, mais ça peut être, pour le coup, philosophique, même si je sais que t'aimes pas ça. C'est... Si, en gros, c'est quoi ta vision ? J'adore la philosophie. Le fait que je couche avec Thomas Braille. Ouais, aussi. J'ai failli dire Jordan Bardella. Oh là, ma carrière est foutue. Oh, ça va encore. Par contre, le côté je suis allé à la chasse, ça, je pense que ça... non, mais ça rejoint un peu ce que je disais au début, mais je vais le dire différemment. Un monde qui fonctionnerait mieux, c'est un monde où on retrouve notre juste place dans le règne du vivant. Et pour expliquer ce qu'est la biodiversité, je prends souvent une image que je veux vous donner aussi ce soir. Il faut voir ça comme une maison dans laquelle on habite. Par exemple, ce théâtre est une maison, et la biodiversité, et chaque brique du théâtre est une espèce vivante. Quand vous en enlevez quelques-unes, il ne se passe rien, on se rend compte de rien, mais le jour où on en enlève trop, tout le théâtre s'effondre et on meurt tous ensemble. Et la biodiversité, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte de pourquoi on a besoin des autres pour vivre. Pourquoi, si telle espèce disparaît, ma vie va changer. Effectivement, du jour au lendemain, rien ne va changer. Et on a un peu ce fantasme, nous les humains, de se dire qu'on pourra s'en sortir seul, avec notre technologie, régner sur une forme de cimetière et on trouvera toujours la solution. Ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. La loi de l'évolution ne fonctionne pas comme ça. Donc on a besoin des autres. Donc un monde idéal pour moi, c'est un monde où on a retrouvé notre place. On a une place sur cette planète, il ne s'agit pas de s'effacer, mais il s'agit de laisser plus de place aux autres espèces, d'autant plus que ça nous rendra plus heureux. Ça nous rendra en meilleure santé, ça nous rendra plus heureux aussi philosophiquement. Quand vous parlez avec des personnes qui sont à la fin de leur vie, des personnes très âgées ou des personnes très malades, et que vous leur demandez ce qu'ils retiennent de leur vie, que ce soit des grands patrons, que ce soit des personnes de la classe populaire, que ce soit des gens de la campagne, de la ville, ils retiennent tous et toutes la même chose. La mangouste. La mangouste. Et aussi, ils retiennent la famille, les amis. Et je ne le dis pas au hasard, j'ai eu des discussions, je pose tout le temps cette question aux gens très âgés. La famille, les amis, l'amour, la nature, ça revient toujours dans les souvenirs d'une vie. C'est ça qui rend heureux les gens. C'est ça qui rend heureux les gamins, les enfants. C'est les amis, c'est la nature, c'est le jeu. C'est ça qui rend heureux les personnes quand elles voient leur
fin approchait. Et entre-temps, on se perd. Et entre-temps, on se laisse séduire par des choses qui, en fait, nous rendent pas heureux et qui nous rendent même malades. La nourriture qu'on ingère, la nourriture ultra transformée qui nous rend malade, l'air qu'on respire qui est pollué qui nous rend malade, les maladies qu'on se provoque nous-mêmes avec notre manière de nous comporter. Et il suffit juste de réorienter notre boussole du bonheur, en fait, et de la mettre ailleurs que là où elle est aujourd'hui, et ce qui nous pousse à détruire la nature. Il y a une formule que j'aime beaucoup qui est de Hubert Reeves, qui est un astrophysicien qui est mort l'année dernière, un grand vulgarisateur scientifique, spécialiste de l'histoire du cosmos, de l'univers, qui expliquait qu'on était tous des poussières d'étoiles. D'ailleurs, je vous conseille son bouquin qui s'appelle Poussière d'étoiles, parce que tous les noyaux des atomes qui nous constituent, toutes et tous dans cette salle, ont tous été engendrés dans le cœur d'étoiles qui sont mortes il y a des milliards d'années. C'est ça notre histoire. On est des poussières d'étoiles. Et il disait aujourd'hui, l'humain mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. Et ça résume tout. On est en guerre contre nous-mêmes, en fait, avec la manière dont on se comporte aujourd'hui. Donc un monde où ça irait mieux, c'est un monde où on ferait la paix avec le vivant qui nous entoure et on ferait la paix avec nous-mêmes. Hugo Clément, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Du bruit pour Hugo Clément, s'il vous plaît. Je voudrais remercier toutes les équipes incroyables qui ont travaillé pour ce spectacle. La Fédération de chasse. La Fédération de chasse, Jordan, qu'on embrasse, et Thomas, qu'on embrasse encore plus fort. Un grand merci à la Nef, s'il vous plaît, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Un grand merci à Nicolas Béguet, à la réalisation, s'il vous plaît. Valentine Babi, à la production, s'il vous plaît. Mathieu Becbédé, le co-auteur. Et un grand merci à toutes les autres équipes, toutes les autres personnes. Et un maximum de bruit pour Hugo Clément, s'il vous plaît. Et un maximum de bruit pour Swan Périssé, s'il vous plaît.